Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va examiner une autre affaire horrible, le cas de Christy Shawn et Joseph Codd. Pourquoi un ami a-t-il éliminé toute une famille? Avez-vous déjà réfléchi à quel point vous connaissez vraiment vos amis, collègues ou voisins, et à quel point vous pouvez leur faire confiance? En général, les amis savent tout de nous, mais parfois, ceux qui feignent l'amitié peuvent exploiter nos faiblesses s'ils décident de nous trahir. La mort tragique de Christy Shawn et son mari Joseph Codd en 2015 a choqué la paisible ville de Leicester, en Caroline du Nord. Cet incident fut l'un des crimes les plus retentissants et brutaux de l'histoire de cette petite communauté. Au moment du drame, le couple attendait joyeusement l'arrivée d'un nouveau membre. Le plus horrible était que leur agresseur était quelqu'un qu'ils connaissaient et considérait comme ami. De plus, il n'était pas ses seules victimes. Christy Shawn Christie, Maria Shawn Codd, est née le 3 septembre 1976 à Madrid, enfant unique de militaires américains. Son père était soldat dans l'armée de l'air américaine, et ses fonctions l'obligeaient à déménager souvent avec sa femme et sa fille. La famille n'est pas restée longtemps en Espagne, vivant dans divers pays européens avant de rentrer aux États-Unis. Elle a commencé l'école à la Nouvelle-Orléans, puis au Texas, en Illinois, et a passé plusieurs années en Amérique latine. Ce mode de vie nomade avait ses avantages. Christy parlait plusieurs langues jeunes et découvrait diverses cultures. Cependant, adolescente, elle peinait à s'intégrer et à se faire des amis dans de nouveaux endroits. À peine installée, il fallait refaire ses valises, déménager, changer d'école et de cercle social. Pourtant, ces changements constants lui ont permis de développer d'excellentes compétences en communication. Christy s'entendait facilement avec tous et était connue comme une jeune femme douce, sociable et charmante. Dès son plus jeune âge, elle pratiquait la gymnastique, la natation et a même suivi des cours de kickboxing. Quand Christy finit l'école, son père prit sa retraite militaire et la famille s'installa à Biloxi, Mississippi. Là, elle se fit enfin de vrais amis et découvrit une nouvelle passion, la cuisine. L'ado adorait cuisiner, expérimentait en cuisine, et ses plats méritaient vraiment attention et éloge. Elle a décidé de se perfectionner dans ce domaine et a suivi des cours de cuisine. Ses parents la voyaient chef pro, mais surprise, elle a aussi découvert son talent d'actrice. Belle et ambitieuse, cette jeune femme talentueuse s'est inscrite dans une école d'acteurs à Los Angeles. Là-bas, plein d'opportunités s'offraient à elle et elle les saisissait intelligemment. Christy a fait des pubs, du théâtre et des figurations ou cascades dans des grosses prods hollywoodiennes. Elle a eu un petit rôle dans Terminator, faisant des cascades assez risquées. En 2000, diplômée, elle n'avait toujours pas de rôle marquant, malgré son look et son talent évident. Elle a décidé de se concentrer sur la cuisine et le sport, transformant ses passions en une entreprise rentable. Christy a participé à des émissions culinaires populaires, devenant une figure connue et reconnaissable. Elle est arrivée en finale d'une saison de The Next Food Network Star. Hélas, la blonde n'a pas gagné, les juges ayant des avis mitigés sur ses expériences culinaires. Cependant, Shawn n'était pas découragée, ayant réussi à attirer beaucoup d'attention sur elle. Des milliers de gens la suivaient sur les réseaux sociaux, s'intéressant à sa vie et ses créations. Elle promouvait un mode de vie sain, conseillait sur la nutrition et créait ses propres routines d'exercice. Un an plus tard, Christy a fondé sa société de traiteurs, offrant des services pour événements et des plats préparés. Son entreprise se démarquait par son focus sur une alimentation saine et équilibrée. Le menu proposait ses recettes originales qu'elle avait créées et perfectionnées. Bientôt, elle envisagea de lancer sa propre ferme bio pour cultiver des produits sains. Cela l'aiderait à développer son entreprise dans le secteur de la restauration. Elle donnait aussi des cours en ligne sur la nutrition et développait d'autres projets. En 2012, Christy rencontra JT, directeur de casting TV pour des émissions populaires. Ils se sont rencontrés lors d'un casting pour une émission culinaire à Los Angeles. JT, divorcé, avait 7 ans de plus que Christy quand ils se sont rencontrés. Charmé par la beauté de cette blonde ravissante, il commença à la courtiser. La jeune femme appréciait ses attentions et ils entamèrent une relation amoureuse. Joseph partageait les idées de sa bien-aimée et ensemble, ils planifièrent leur propre ferme. Le couple quitta bientôt Los Angeles pour s'installer en Caroline du Nord. Ils vendirent l'entreprise de traiteurs prospères de Christy. Joseph vendit sa maison à Hollywood
investissant tout dans un terrain à Leicester. Ils achetèrent une maison spacieuse et un terrain d'un acre pour réaliser leurs rêves. L'homme collaborait à distance avec les chaînes TV. Elle développait son blog santé. Ils formaient un couple idéal, leur relation empreinte d'amour et d'harmonie. Bientôt, les tourtereaux ont officialisé leur union par un mariage fastueux en août 2014, réunissant des centaines d'invités, familles, amis, collègues, voisins et même des fans du célèbre couple. Ils étaient comblés et pleins de projets pour leur avenir commun. 3 mois après, les jeunes mariés ont appris qu'ils allèrent devenir parents pour la première fois. Leur bonheur était sans limite. Après le Nouvel An, une échographie révéla une fille. Peu après, Christy confia à sa mère qu'il l'appellerait Skylar. Tout semblait parfait. La grossesse se déroulait bien, mais leur bonheur fut brutalement interrompu. La disparition mystérieuse des codes Christy, enceinte de 5 mois, préparait activement l'arrivée du bébé. Elle appelait ses parents presque chaque jour, partageant des nouvelles et bavardant longuement avec sa mère. Le 13 mars 2015, la mère de Christy n'a pas pu la joindre, mais ne s'en est pas inquiétée tout de suite. La même chose s'est produite le lendemain. Les appels passaient, mais personne ne répondait. Le téléphone de son gendre restait également muet. Le 15 mars, quand les téléphones des époux se sont éteints, la mère de Christy s'est alarmée. Les parents de Christy et Joseph, vivant ailleurs, ne pouvaient vérifier rapidement leur maison. La mère de Christy a donc appelé Cecily, une amie proche vivant près, pour les vérifier. Arrivée chez les codes, Cecily a vu les voitures personnelles des 2 époux garées là, mais la porte d'entrée était verrouillée et personne ne répondait aux appels. Les téléphones du couple étaient éteints depuis 3 jours, très suspect. Par la fenêtre, Cecily a vu leur chien adoré enfermé dans une pièce inhabituelle. Faisant le tour, elle a vu la serrure arrière forcée, signe d'une possible intrusion. Elle a tout de suite appelé la mère de Christy, qui a direct contacté la police. Les flics ont confirmé que la porte de derrière était forcée et ont vu le bordel à l'intérieur, signe que quelqu'un cherchait un truc. La famille a dit que des objets de valeur avaient disparu, dont une boîte à bijoux et un coffre dans la chambre du couple avaient été forcés. Mais il n'y avait pas de sang, ni de signes de bagarre, ni de preuves que le couple avait été enlevé de force. En plus, le criminel avait fait gaffe, laissant ni empreinte ni trace d'ADN. La famille espérait que Joseph, 45 ans, et Christy, 38 ans et enceinte, étaient vivants, mais les flics chevronnés y croyaient pas trop. Un voisin d'en face a vu quelqu'un du coin balancer un gros truc dans une benne près de chez les codes le matin du 15 mars. Sur le moment, il n'y prêta guère attention, mais en apprenant la disparition du couple, il pensa que l'info pourrait aider l'enquête. Vérifier les poubelles n'était plus possible, les déchets ayant été emportés à la décharge la veille. Toute preuve devrait y être cherchée. Mais d'abord, la police voulait parler à la personne qui s'était débarrassée de cet étrange paquet. C'était Robert Jason Owens, 36 ans, vivant dans la même rue, bien connu du couple et même considéré comme un ami proche. Robert, bricoleur, avait aidé Christy et Joseph quand ils avaient emménagé dans leur nouvelle maison. Ils sont devenus amis, et plus tard, le couple a invité leurs nouveaux voisins à leur propre mariage. À première vue, rien de suspect, sauf que les voisins décrivaient Owens comme une personne étrange et imprévisible. Le 16 mars, Robert est convoqué au poste pour interrogatoire. Il nie toute implication dans la disparition du couple et prétend ignorer le paquet mentionné. Au début, peu de charges contre lui, hormis les allégations non fondées d'un autre voisin. Mais le soir même, tout bascule quand le même gros paquet suspect est retrouvé à la décharge. À l'intérieur, des objets du couple disparus, avec les empreintes de Robert et son ADN sur des vêtements brûlés, une couverture et un plaid de leur maison, tous tachés de sang. Ces preuves ont confirmé les soupçons de la police. Christy et Joseph n'étaient plus en vie. Les doutes se sont dissipés quand la police a trouvé des restes humains calcinés dans son poêle à bois. Robert est devenu suspect dans l'élimination brutale de son voisin et de sa femme enceinte. Malgré ses dénis, il a avoué après plusieurs heures et ses révélations étaient choquantes. Il a admis le double homicide, mais a prétendu que c'était accidentel. Selon lui, le soir du 12 mars, il a évité un chien et s'est enlisé dans la boue. Il est allé chez les codes demander de l'aide pour dégager sa voiture. Le couple serviable a accepté de l'aider. En poussant, Robert au volant a confondu l'accélérateur et le frein, écrasant le couple. Terrifié, il crut qu'on l'accuserait du meurtre. Il décida donc de ne pas appeler la police, préférant dissimuler l'incident. Robert dit être retourné chez les codes, avoir forcé l'entrée et pris des couvertures pour déplacer les corps, incertain s'ils étaient morts. Il emballa les corps,
les mit dans son pick-up et les emmena chez lui, où il les démembra dans sa salle de bain avec une scie et une hachette. Il alluma son poêle et commença à y jeter progressivement les morceaux, espérant qu'ils brûleraient entièrement. Les vêtements, couvertures et chaussures ensanglantées des victimes. Étrangement, il choisit de ne pas les brûler, mais de les mettre dans un sac et de les jeter dans une benne, pensant qu'une fois à la décharge, personne ne pourrait rien retrouver. Après tout ça, Robert dit avoir simulé un cambriolage, mais en fait, il avait lui-même volé son ami, prenant argent et objets de valeur, qu'il a mis en gage le lendemain. La cruauté de Robert pour se débarrasser des corps et son calme glaçant en racontant les faits ont choqué même les policiers les plus aguerris. Chez lui, on a trouvé une scie et une hache tachées de sang, de peau et de fragments d'os des victimes. L'accusé n'avait même pas nettoyé ou caché les outils, sûr que l'enquête ne le mènerait jamais à lui, n'ayant laissé aucune trace chez les codes. L'analyse médico-légale a confirmé que les fragments d'os dans le poêle d'Owens appartenaient au couple disparu. La police a décidé d'enquêter plus en profondeur sur le passé du suspect. Robert, célibataire et sans enfant, gardait à peine contact avec sa famille. Il vivait avant à Asheville, Caroline du Nord, mais en 2000, il a acheté un terrain à Lexter et y a bâti une maison. Son nom était lié à un crime non résolu d'il y a 15 ans à Asheville. En 2000, l'ami proche de Robert, Zeb Wayne Quinn, 18 ans, a mystérieusement disparu. Robert et Zeb se connaissaient depuis l'école, vivaient près l'un de l'autre et étaient amis. Zeb suivait une formation militaire et travaillait à temps partiel chez Walmart. Le 2 janvier 2000, après son service, Quinn a rencontré Robert pour aller à Leicester acheter une voiture, mais n'est jamais rentré. Quelques jours après, sa Mazda protégée a été trouvée ailleurs en ville, garée avec les phares allumés. À l'intérieur, un cœur était dessiné sur la vitre avec du rouge à lèvres. Le propriétaire de la voiture n'a jamais été retrouvé. La voiture avait aussi des dégâts et des rayures avec des traces de peinture d'un autre véhicule. Robert, le dernier à voir Zeb, avait sa voiture abîmée avec des traces de peinture de celle de Zeb. Robert a raconté une histoire étrange et peu plausible. Peu après leur départ vers Leicester, Zeb lui a fait signe de s'arrêter. Zeb a dit avoir reçu un message sur son beeper et devoir utiliser un téléphone public d'urgence. Il a demandé à Robert d'attendre, est allé à la station-service, mais est revenu 10 minutes après, l'air affolé. Il a dit que leur plan avait changé, puis est parti dans une direction inconnue, heurtant la voiture de son ami. On a aussi découvert que Zeb avait une liaison avec Misty Taylor, dont l'ex, Wesley Smith, l'avait menacé s'il continuait à la voir. Taylor, Smith et Owens ont été interrogés, mais faute de preuves, tous les trois ont été relâchés. De plus, Misty et Wesley avaient des alibis, ce qui n'était pas le cas pour Robert. Une grosse somme d'argent que Zeb avait pour peut-être acheter la voiture et son beeper ont disparu de sa voiture et on n'a jamais su quel message il avait reçu s'il y en avait un. L'enquête a privilégié la théorie qu'il n'y avait pas eu de message du tout. Une autre bizarrerie, le lendemain de la disparition de Zeb, un homme a appelé Walmart en se faisant passer pour lui, disant qu'il serait absent quelques jours pour maladie. Cependant, le collègue qui a répondu à l'appel a trouvé que la voix sonnait étrange et inconnue, pas du tout comme Zeb. Cet appel téléphonique a été retracé jusqu'à une usine Volvo où Robert travaillait. Lors de l'interrogatoire, Owens a affirmé, étonnamment, avoir passé l'appel à la demande de son ami la veille que Zeb ne s'enfuit. Sans nouvelles preuves ni témoins, l'affaire est restée non résolue, Zeb Quinn étant toujours porté disparu. Cependant, 15 ans après, Owens a été réinterrogé, soupçonné d'être impliqué dans la disparition de son ami de longue date. En juin 2015, l'affaire Zeb Quinn a été rouverte et l'enquête a repris. Pourtant, au début, il semblait peu probable que la police découvre de nouvelles informations. Robert a raconté la même histoire qu'en 2000, sans rien ajouter de nouveau. Malgré ça, la police a décidé de fouiller sa propriété en détail, où ils ont fait une découverte bizarre. Dans une dalle de béton chez Owens, ils ont trouvé une cavité murée contenant des fragments d'os humains carbonisés. Les restes, trop abîmés pour l'ADN, n'ont pas pu être liés à Quinn. L'interview d'un voisin a révélé plus. Un vieil homme du coin se rappelait de janvier 2000, quand Owens venait d'acheter le terrain pour sa maison. Un soir, il a fait un feu qui dégageait une odeur écœurante, sucrée et nauséabonde. Le voisin l'a même confronté car le vent poussait la puanteur vers lui, le rendant presque malade. Peu après, le foyer fut bétonné, ce qui semblait étrange, mais Robert prétendit vouloir y construire une fontaine, qu'il ne réalisa jamais. Le voisin avait oublié ce feu nauséabond jusqu'à ce que la police arrive sur les lieux 15 ans plus tard. Finalement, Owens avoua sa complicité dans un crime, racontant une toute nouvelle version des faits. Selon lui, Zeb fut tué par son oncle, Walter Owens, engagé par Wesley Smith pour éliminer le nouveau copain de Misty, qu'il aimait encore. Robert affirma qu'il ignorait tout et que son oncle lui avait demandé d'attirer le jeune homme dans un lieu isolé. Dans un bois sur la route de Leicester,
l'oncle leur ordonna d'arrêter la voiture, puis de faire signe à Quinn de s'arrêter aussi. Quand le jeune homme sortit, Walter le tua silencieusement, puis demanda à son neveu de l'aider à démembrer et emballer le corps, brûlé chez Robert cette nuit-là et coulé dans du béton. Interroger Walter Owens n'était plus possible, car il était mort bien avant les aveux horribles de son neveu. Aucune preuve n'a été trouvée sur la scène du crime présumé, et l'histoire semblait peu crédible. Au départ, Robert fut accusé de double meurtre au premier degré, meurtre d'un fœtus, démembrement, dissimulation de preuves, cambriolage et vol. Ces accusations pouvaient mener à la peine de mort, mais il s'est avéré que l'accusé souffrait de dépression depuis longtemps et de troubles mentaux, prenant des médicaments puissants, ce que son avocat a utilisé comme base de défense. Grâce à une stratégie bien conçue, l'accusé aurait pu être jugé fou et envoyé en clinique, ce qui ne satisfaisait ni l'accusation ni la famille des victimes. Parallèlement, l'enquête sur l'affaire Quinn a débuté, dont le criminel pourrait aussi s'en tirer impunément. En 2017, l'accusé a plaidé coupable du meurtre des Codd, évitant ainsi la peine de mort. Il a été reconnu coupable d'homicide, démembrement, incinération, cambriolage et vol. Au total, il a écopé de 59 ans de prison. En 2022, Owens a conclu un autre accord, cette fois pour l'affaire Quinn. Il n'a admis que sa complicité et l'aide à dissimuler les preuves. Pour ce crime, il a reçu 12 ans de plus, s'ajoutant à sa peine déjà à vie. Après la sentence, le meurtrier a demandé pardon aux familles des victimes. Il a plaidé l'innocence, blâmant un accident, sa maladie mentale et ses médicaments. Mais les proches des Codd et de Quinn ne l'ont pas cru. Ils rejettent l'idée de meurtre involontaire, croyant qu'il a agi délibérément. Merci d'avoir regardé, les amis. Abonnez-vous à ma chaîne. D'autres histoires choquantes vous attendent.